analysons l'actualité ce soir avec un analyste politique. Il s'agit de maître Jean-Pierre Moulumba Betou. Il est enseignant et chef des travaux dans la faculté de droit dans plusieurs universités de la République démocratique du Congo. C'est donc au-delà de l'actualité. Madame, monsieur, merci de nous suivre. L'actualité, c'est le dossier RAM. L'actualité, c'est la désignation du futur remplaçant de Corneille Nangaa à la CENI. L'actualité, c'est également la rentrée scolaire avec les écoles conventionnées catholiques qui sont en grève. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Maître Jean-Pierre Moulumba, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de penser à moi pour analyser l'actualité politique, mais aussi sociale de notre pays. Social surtout. Alors nous débutons avec les sujets qui a trait au social, c'est donc la rentrée scolaire. C'était le 4 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre l'a lancé en province, mais dans les écoles conventionnées catholiques, déjà ce mercredi, il y a la grève qui a débuté. Les écoles catholiques vont en grève suite à la mauvaise condition du travail, comme le réclament les enseignants. Quel commentaire vous inspire cette grève entamée par des écoles catholiques? Vous savez, madame, lorsqu'on parle de la scolarité de nos enfants, des élèves, c'est un sujet très important parce que l'éducation est véritablement à la base du développement d'un pays. À cet effet, dans notre pays, vous constatez qu'à chaque fois qu'il y a, n'est-ce pas, la rentrée scolaire, ça a été toujours... c'est devenu une habitude, toujours la grève, tout ça. Bon, on ne comprend pas. Certes, les réclamations des enseignants sont très légitimes, sont fondées dans la mesure où les conditions dans lesquelles les enseignants évoluent laissent à désirer. Ça, c'est une réalité. Mais une autre réalité, c'est que pourquoi toujours des réclamations viennent à la rentrée scolaire? C'est ce que nous ne comprenons pas. Il n'y a pas de solution efficace. Pourtant, je crois que la politique d'un État, ça fonctionne, ça fonctionne sous forme d'une projection à travers ce que les budgets de l'État. C'est là où les questions relatives, n'est-ce pas, aux conditions de vie, n'est-ce pas, des professionnels sont résolues. Alors, il est important pour ces corps là, ce corps social qui est les enseignants, puissent toujours prendre leur temps de pouvoir faire des réclamations quand on est en train de faire les budgets pour que leurs préoccupations, leurs aspirations soient récupérées au niveau du budget ou de la politique budgétaire d'un État. Vous voulez dire quoi? Ils réclament en retard, les syndicats? Souvent, nous avons cette impression-là que les enseignants, ils s'en prennent toujours en retard. Et c'est pourquoi, dans la plupart des cas, leurs revendications restent toujours comme des lettres mortes. Nous sommes sûrs et nous recommandons aussi à l'État congolais de toujours prendre en première position, n'est-ce pas, les conditions sociales des enseignants. Parce qu'un enseignant, d'abord, c'est qui? C'est un enseignant, c'est un monsieur respectable parce que tous ici, nous venons de là. Même ceux qui sont des présidents de la République, les ministres, les premiers ministres, tous sont passés entre les mains des enseignants. Et donc, il est malaisé de pouvoir ne pas prendre en considération les conditions dans lesquelles cet monsieur-là, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, à la légère, sous d'autres sujets, des enseignants sont des privilégiés. Et donc, l'État congolais doit quand même planifier sa politique de manière que nous ne retombions pas, n'est-ce pas, dans ces histoires-là de prendre avec beaucoup de légèreté les enseignants. Parce que si les enseignants ne sont pas bien pris en charge, nous avons les conséquences. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des élèves qui sont mal formés, qui ne savent pas écrire, qui ne savent même pas. Et les enseignants deviennent très paresseux. Ils ne sont plus rigoureux pour veiller, contrôler, n'est-ce pas, l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, des générations qui sont sacrifiées. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'éducation est morte. L'éducation est morte. Vous avez des élèves qui sont dans des classes sérieuses
des classes de maturité, mais qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas, n'est-ce pas, analyser, qui n'ont même pas un raisonnement réel, qui ne peut pas tenir un raisonnement réel. Tout cela, c'est pris ou c'est à cause, n'est-ce pas, des conditions dans lesquelles les enseignants d'abord travaillent. Les enseignants deviennent des mendiants auprès des élèves. Les élèves achètent des beignets, achètent les thés aux enseignants, et les enseignants vivent dans une clochardisation, dans une précarité de vie qui laisse à désirer. Alors, il est important que l'État congolais, à travers, n'est-ce pas, les ministres de la tutelle, puisse veiller à cette situation, mettre les enseignants dans de bonnes conditions. C'est à ce moment-là que l'État peut activer aussi les mécanismes de contrôle pour surveiller aussi, n'est-ce pas, les enseignants, parce que l'État est aujourd'hui démissionnaire de ses devoirs. Vous avez le contrôle comme tel, les inspecteurs là ne font plus les contrôles comme il se doit. Lorsqu'ils passent dans des écoles pour surveiller, c'est du n'importe quoi. C'est ainsi que vous avez des enseignants qui dorment, qui n'enseignent pas, vous avez des élèves qui dérangent, qui ne sont pas... Alors, les quelques élèves qui sont bien formés, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un suivi à partir de leur maison, à partir des familles, c'est ainsi que vous avez des enfants qui s'en sortent bien. Mais l'éducation aujourd'hui, d'une manière globale, laisse à désirer. Alors, Maître JP, pour certains, c'est l'échec de la gratuité de l'enseignement qui est à la base de cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire que la gratuité a été précipitée, c'est un échec et voilà les conséquences. Bon, est-ce que l'on peut dire que c'est que le constat que nous venons de faire, c'est un constat qui date? C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, nous disons peut-être depuis 1998, où vraiment l'éducation a tellement baissé dans notre pays, où il y a eu un laisser-aller, parce que si aujourd'hui vous voyez ceux qui sont formés aujourd'hui, qui sont dans la vie professionnelle, certains sont tombés victimes de cette mauvaise éducation, cette mauvaise scolarité. Vous avez aujourd'hui des professionnels qui ne savent pas écrire, mais ils détiennent un diplôme de licence, ils détiennent, d'autres même détiennent un diplôme de doctorat, mais qui sont nuls. Alors, je crois qu'acquiser peut-être que c'est l'échec de la gratuité. Non, par rapport à le problème est profond. Et la grève, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Je peux vous demander quelle est cette année des rentrées scolaires où les enseignants n'ont jamais revendiqué. C'est presque depuis 1998. Avant la rentrée scolaire, les enseignants ne font que réclamer. Ils ont toujours réclamé. Et c'est devenu une habitude. Ils font du chantage au gouvernement. Moi, je n'ai jamais vu, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi de la politique qui se mêle là-dedans. Vous avez les syndicats qui sont aussi politisés, qui sont dans la politique. Vous voyez la politique et partout, qui roulent. Un enseignant qui n'est pas bien payé, que vient faire la politique? C'est un constat. Améliorer les conditions et c'est un constat. Nous disons que les revendications des enseignants ont toujours été réels et légitimes. Ça, c'est une évidence. Personne ne peut pas s'en douter. Mais une autre réalité est que pourquoi attendre toujours avant la rentrée scolaire? C'est ce qui est biaisé. Parce que le gouvernement, on va voir que les élèves ne vont pas répondre et il va vite trouver la solution. Sur d'autres sujets, les gens qui sont informés, ils font les revendications au moment où le gouvernement est en train d'élaborer les budgets. C'est le moment indiqué de pouvoir revendiquer, parce que ça permet, n'est-ce pas, aux enseignants de pouvoir récupérer cette situation et améliorer au niveau des enseignants. Mais lorsqu'on discute les questions relatives au budget, les gens se taisent, mais les gens se réveillent en pleine exécution du budget. Et c'est ce qui n'est pas normal. Mais il y a un ministre, de l'EPSP qui doit les budgets de l'État, c'est quoi? Les budgets de l'État, il doit le présenter au Conseil de ministres. Les budgets de l'État, c'est un document comptable. C'est une planification de la politique de l'État. Alors, si l'État n'a pas planifié ce que vous revendiquez, comment un État peut résoudre ces problèmes? C'est ça, là où se trouvent des problèmes. Bon, comme nous sommes encore au début comme ça, ne planifie pas, il faut que l'État prenne au sérieux. Les enseignants doivent être privilégiés. Ça, c'est un conseil qu'on donne à l'État. Doivent, parmi la classe des professionnels devant être, n'est-ce pas, privilégiés, les enseignants doivent faire partie. Parce qu'il n'est pas normal que les gens qui contrôlent ou qui ont entre leurs mains un secteur plus important que l'éducation puissent vivre dans une clochardisation qui ne dit pas son nom. Selon vous, pourquoi l'État néglige le secteur de l'éducation des enseignants?
C'est l'inconscience, hein, c'est l'inconscience de l'homme politique. Hein. Lorsque l'homme politique fait sa politique, il n'aime pas l'homme au centre de sa politique. C'est ça, c'est que nous devons que produire des effets médiocres comme nous le constatons là. Mais lorsque l'homme est au centre de l'activité politique, je crois que l'enseignant ne peut pas, les problèmes ou les conditions de vie, n'est-ce pas, de l'enseignant ne peuvent pas poser un problème comme nous l'avons toujours remarqué chaque année. Alors face à cette situation, parce que c'est déjà une réalité, la grève a débuté dans les écoles conventionnées catholiques. Quelles recommandations vous faites dans tous les deux les recommandations d'abord que les enseignants, les syndicats des enseignants puissent s'entendre avec de manière sérieuse, parce que déjà l'année scolaire a déjà débuté. Alors ce n'est pas bien de faire venir les enfants dans des écoles et que les enfants ne puissent pas étudier, parce que l'année scolaire débute dès les premiers jours. Et donc lorsque un jour de moins, un jour d'absence d'enseignement, c'est une ratée considérable dans les chefs des élèves. Et donc il est de bonne loi pour les enseignants, pour leurs syndicats, de dialoguer, parce que ces genres de problèmes se résolvent toujours par les dialogues sincères entre les partenaires, c'est-à-dire entre les enseignants et l'État. Lorsque vous restez avec la grève, je crois que ce n'est pas une solution. L'État aussi de prendre au sérieux les revendications, n'est-ce pas, des enseignants, et de pouvoir poser des problèmes, poser des solutions durables et non des solutions palliatives qui ne servent à rien. Un petit rien après non, il faut saisir les problèmes. Je crois que nous avons l'argent. La réalité avec l'inspection générale des finances, l'IGF, a démontré que nous avons de l'argent et cet argent peut être récupéré pour résoudre des problèmes vitaux, des problèmes essentiels de l'État. C'est aussi un autre problème, l'IGF qui dénonce les détournements, mais jamais on a présenté, on dit cet argent a été affecté à tel ou tel. Vous voyez, d'abord c'est un pas qui montre que lorsque nous sommes déjà au niveau des dénonciations, parce que nous avons vécu des moments où il n'y avait pas de dénonciation. Vous constatez des vols, nous autres qui avons exercé dans des ministères, tout ça, il y a eu des ministres qui volaient beaucoup. Mais il n'y avait pas de dénonciation là. Déjà, quand nous sommes au chapitre de dénonciation, il faut se dire que c'est déjà un pas. Maintenant, il faut que la justice, se mêle aussi de manière sérieuse pour que ce qui est détourné puisse être restitué au niveau du trésor public. Alors, maître Jean-Pierre Moulumba Betou, que je rappelle, vous êtes analyste politique, enseignant et chef des travaux dans la faculté de droit de plusieurs universités de la République démocratique du Congo. Une autre question qui bloque, qui dérange dans le pays, c'est la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante. Au niveau des confessions religieuses, toujours pas de consensus. D'ailleurs, ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu le nonce apostolique, le représentant du pape François en République démocratique du Congo, qui a également appelé au consensus pour une issue favorable par rapport à cette affaire. Quel est votre commentaire? Bon, madame, vous voyez que dans notre pays, beaucoup d'acteurs, tant politiques que sociaux, ne sont pas sérieux. Ne sont pas sérieux pour la simple et bonne raison que la situation, par exemple, de la désignation du futur président de la CENI, les gens ou beaucoup d'analystes donnent l'impression que ces dossiers se présentaient seulement au niveau où nous sommes, où ça se trouve. Mais la désignation du futur président de CENI, c'est un processus qui a commencé de quelque part. Il y a eu beaucoup des citoyens congolais qui ont présenté leur candidature au niveau de la présidence de CENI. En tout cas, j'en connais beaucoup d'amis qui ont présenté leur candidature. Il y avait un secrétariat technique qui avait pour mission de toiletter les différentes candidatures conformément au CV qui ont été déposés. Et ce toilettage a eu lieu et jusqu'à ce que le processus a suivi son cursus normal, jusqu'à ce qu'il y eut resté deux candidatures, allais-je dire. Et ces deux candidatures-là qui sont restées,
les modes de désignation selon la charte des confessions religieuses et les consensus, c'est-à-dire dégager une certaine unanimité autour d'une candidature. Et ils ont évolué, il y avait autant de candidatures, ils ont évolué par ces modes de consensus jusqu'à ce que leur consensus leur a permis de rester au niveau de 2 candidatures seulement. Mais maintenant, lorsqu'on interroge leur propre charte, elle dit clairement qu'en cas de non-consensus, il faut passer au vote. Alors, nous nous demandons comment les gens qui sont des pères spirituels, en tout cas, disons comme ça, parce que déjà la pratique nous a déçu tout observateur, n'est-ce pas, politique, même tout acteur de bonne foi, c'est que les hommes de Dieu ont montré, prouve à suffisance, qu'il faut douter même de leur qualité d'homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est qui? Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est éclairé par le Saint-Esprit. Mais ce qui est démontré par ces hommes politiques démontre clairement qu'ils sont dépourvus même du Saint-Esprit. Donc ils doivent tout accepter. Donc même sur les impôts, ils même résolvent. Pression, non, ils madame. accepter parce qu'ils sont des hommes. Moi, je suis en train d'analyser les choses. En tout cas, je n'ai pas de parti pris. Je ne connais même pas de candidature. J'avais des amis qui avaient déposé même les candidatures. Et les candidatures ont été, n'est-ce pas, mises à l'écart conformément à des mécanismes, n'est-ce pas, des désignations qui ont été mises en place. Et il y restait seulement 2 candidatures. Et parmi ces 2 candidatures, on devait dégager un consensus en faveur de l'un. Et maintenant, le consensus, il me semble qu'il n'a pas eu lieu. Nous ne parlons pas sentimentalement. Moi, je refuse de faire les commentaires ou les analyses sentimentalement parce que vous avez les camps politiques et tout ça. Nous devons aider la République à avancer. Leur propre charte, la charte de confession religieuse, que dit cette charte? Et dit le mode de désignation, c'est le consensus. En cas de non-consensus, nous recourons au vote. Mais pourquoi les pères spirituels, lorsqu'ils sont arrivés à avoir 2 candidatures, n'est-ce pas? Pourquoi en cas de non-consensus, ils n'ont pas recouru, n'est-ce pas, au mécanisme de désignation, au vote, des votes par exemple? C'est aussi leur charte. Alors, d'autres considérations d'ordre, n'est-ce pas, de pression et consorts, oui. Ça, ce sont des faits. Et nous, en droit, nous disons toujours, des faits, ça s'éprouve. Vous pouvez venir ici me dire, non, ma femme m'a tapé, mon mari m'a tapé la nuit, tout ça. Tant que je n'ai pas de preuves, ce sont des allégations. Et des simples allégations pour moi, je ne peux pas les prouver. Bon, personne ne pourra prouver des pressions, comment ça a eu lieu. Ça, on n'entre pas là-dedans. Mais nous, notre problème, c'est qu'il faut que la charte soit appliquée de bonne foi. Non consensus, recourez au vote. Vous êtes resté avec 2 candidats. Mais pourquoi vous ne dégagez pas? De ce que disent les 2 confessions, Senko et ECC, qu'il faudrait présenter un autre candidat qui est Denis Kadima. Est-ce qu'on peut dire que dans ces pays, n'ont-ils pas raison aussi que dans ces pays, non, madame, la seule personne habilitée, c'est seulement Denis Kadima? On peut prendre une autre personne chez les kimagistes. Ne pouvez pas, ne citons pas les noms des individus. Nous il est resté 2 candidats, n'est-ce pas? Mais comment, interrogeons-nous, comment ces 2 candidats sont-ils restés là-bas? Qui les ont laissés là-bas? N'est-ce pas les mêmes confessions religieuses qui ont, parce qu'au sein de ces confessions religieuses, il y a un secrétariat technique dont la mission principale était de faire le toilettage. Mais pourquoi les mécanismes de ce toilettage n'a laissé que 2 candidats? Et maintenant, lorsqu'il faut donner maintenant les résultats, il faut maintenant soulever ces problèmes. Vous voyez que quelque part, il n'y a pas de sérieux. Quelque part, il n'y a pas de sérieux. Donc, alors, pour qu'il y ait des apaisements... On doit mettre les 2 candidats de côté. Non, madame, il faut seulement parce que, vous savez, le problème dans notre pays, tout ce qui se pose dans notre pays, c'est que notre pays a des textes élégants, des beaux textes. Mais c'est l'application, l'applicabilité de ces textes-là qui pose des problèmes. Et ces problèmes qu'a démontré, n'est-ce pas, les confessions religieuses, c'est le problème qui se pose presque dans toutes nos institutions. Vous avez des textes qui régissent les institutions, mais les hommes qui animent ces institutions ne respectent aucunement des textes. Et c'est ça le problème que nous avons.
Et puis il n'y a pas même pas de sanctions. La charte là, des confessions religieuses, c'est aussi comme, bon, ça a été fait, je comprends, à la manière de la Bible, à la manière de la parole de Dieu, des textes sans sanction. Parce qu'on ne dit pas, en cas de violation de ces textes, quelles sont des sanctions qui sont préconisées. Il n'y a pas de sanctions. Et on évolue comme ça. Pourquoi les confessions religieuses n'arrivent pas à respecter leurs propres textes? Le problème, c'est là. C'est pas seulement les confesseurs religieux, il y a aussi des politiques. On oublie aussi que les politiques, eux aussi, n'arrivent pas à choisir leurs membres à présenter à la CENI. Bon, moi je crois que c'est ainsi que j'ai dit que dans ces pays, et là, la population congolaise devrait faire attention. Parce qu'on oublie souvent que la plupart des hommes politiques, la plupart des hommes qu'on appelle communément des hommes de Dieu, sont des politiques à haut niveau. Et tout ce qu'ils font, c'est de la politique. Et vous allez trouver qu'au sein même des hommes de Dieu là, presque tous, roulent pour les politiques. Ils ont des camps. Et en tout cas, moi je n'épargne aucun homme de Dieu. Tous ces gens-là font de la politique. On connaît depuis très longtemps qu'ils font de la politique. Non, madame, je vous dis qu'un homme de Dieu, c'est qui? Pour les fidèles qui viennent un homme de Dieu est différent d'un homme qui n'est pas de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu est rempli d'abord du Saint-Esprit. En tout cas, tout ce qu'il fait, c'est toujours guidé par le Saint-Esprit. Il faut tout gober, hein, parce que vous êtes... Non, pas tout gober. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est éclairé, vous êtes éclairé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te permettre de connaître, de ne pas de faire des choses à la manière des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, ces hommes-là, les hommes de Dieu, en tout cas, moi, je l'ai dit à haute voix, sont dépourvus du Saint-Esprit. Alors, les 72 heures accordées aux confesseurs religieux a déjà dépassé par le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez de Mbosso? Bon, moi, je crois que... Parce que le chef avait dit qu'il avait déjà donné moi, je crois qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse des confessions religieuses, en tout cas, la manière la plus simpliste, en tout cas, de faire les choses, c'est de se conformer à leur propre texte. Même l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale se comporte à leur propre texte. Nous ne pouvons pas dire ici que, oh non, c'est si, interroger les textes, parce que les textes sont faits par des hommes. Ce sont des hommes qui ont mis ces textes-là pour que leur comportement, leur pratique comportementale soit guidée par ces textes-là. Alors, dès lors que vous vous trouvez devant une difficulté, interrogez d'abord vos textes. C'est ce moment-là, c'est au moment où des textes restent muets, les textes ne disent rien, que nous pouvons recourir, n'est-ce pas, à d'autres solutions. Même nous qui appliquons le droit, lorsque nous nous trouvons devant un problème, on dit d'abord, on interroge d'abord la loi. Et la loi, c'est d'abord la première source du droit. On dit qu'elle dit la loi, et lorsque la loi reste muette, c'est ainsi qu'on nous donne la possibilité de recourir à d'autres sources du droit, notamment la jurisprudence, la coutume et autres, selon la famille dans laquelle le droit congolais s'est inscrit, notamment... Alors, vous répondez à ceux qui estiment que toutes ces manœuvres, c'est pour faciliter les glissements en 2023. Bon, le problème c'est que maintenant tout est politisé, hein, tout est politisé, même les confessions religieuses elles-mêmes roulent pour les politiques. Alors il y a des agendas cachés, les politiques, vous savez que les politiques sont des grands sorciers. Vous pouvez être avec eux comme ça et ils ont des agendas cachés, ils vous amènent sur une voie, vous pensez que cette voie-là c'est la voie qui est indiquée et pourtant ils sont en train de rouler pour leur propre survie. Les politiques ne pardonnent pas. Les politiques, tout ce qu'ils font, c'est avec des calculs. Mais maintenant, la grande difficulté qu'a la République démocratique du Congo, c'est que vous avez même la société civile, tout ce qui nous restait. C'était la société non seulement infondée, mais une société politique politisée, parce qu'au sein de la société politique, vous avez la société politique pro-Lamouka, pro-Union Sacrée. Donc finalement, dans les pays, dans les pays, il n'y a plus de crédibilité. C'est vraiment, c'est fini, parce que vous voyez que maintenant, tout est politisé. Vous allez voir, à un certain moment, on va nous amener à un dialogue, et ce dialogue-là, c'est vrai, les dialogues, ça devait être un dialogue qui cherche à résoudre les problèmes des Congolais. Ça devait être principalement une interrogation sur nous-mêmes pour voir comment dégager la cohésion politique, la cohésion nationale. Mais les dialogues en République démocratique du Congo, même si on vous trompe comment, ça aboutit toujours par le partage du pouvoir. Alors, Maître J.P. Mulumba, le dernier sujet, hein, oui, c'est le dossier RAM.
qui a aussi fait grand bruit. D'ailleurs, ce mercredi, le ministre de Pétinti, Kiba Samaliba, devait répondre aux préoccupations des élus nationaux, mais la plénière a été reportée. Quelle analyse vous faites de cette affaire? Beaucoup appellent à sa suppression, même à la démission du ministre. On parle d'une taxe illégale, corruption, escroquerie, tous les mots, hein, nous avons entendu la dernière fois à l'Assemblée nationale. Quel est votre point de vue? Bon, moi j'analyse ça vraiment scientifiquement, hein, pour dire que d'abord, il faut constater que l'État vit de prélèvements obligatoires qu'il opère sur les biens des individus. Donc l'État, comme une personne morale, c'est d'abord vit de ce que des contributions des individus. Ça, c'est ce que le peuple congolais doit d'abord noter. Souvent, le peuple congolais ou la population d'une manière générale est très exigeante vis-à-vis de l'État. L'État fait ceci, l'État fait... Mais nous oublions souvent que l'État vit des moyens que nous lui donnons. Et parmi ces moyens, il y a ce qu'on appelle des impôts, et il y a aussi des taxes. Des impôts sont des prélèvements obligatoires et des taxes, c'est ce que nous payons en contrepartie des services que l'État nous rend. Mais la réalité sur le terrain, c'est que d'abord, le peuple congolais, c'est un peuple qui est dépourvu fondamentalement de la culture fiscale. L'État, la culture fiscale, l'État ne fait même pas promotion pour apprendre à sa propre population c'est quoi. Parce que tous les problèmes résident là. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Tous les problèmes résident. Le social de la population aussi n'est pas... Bon, en tout cas, l'État c'est quoi? L'État, c'est une personne morale des droits publics. L'État, c'est une fiction. C'est une organisation étatique. Et cette organisation étatique vit de quoi? Vit de ce que nous lui donnons, moi et vous. Nous lui donnons pour... là, il y a différentes contributions, des différents impôts. Et c'est des impôts-là, de ces impôts, que l'État est appelé à vivre. Mais dès le moment où il se pose un problème, les gens n'ont pas cette culture-là à pouvoir contribuer à ce que l'État puisse survivre. Parce que la survie de l'État, même lorsque l'État doit se préoccuper des préoccupations fondamentales de la population, c'est à partir de ce que la population lui donne. Mais dès le moment où nous n'avons pas cette culture-là, nous sommes dépourvus de cette culture. Parce que les gens devraient maintenant savoir que l'impôt, par exemple, est légal, c'est-à-dire c'est le Parlement, c'est par une loi qu'on doit, n'est-ce pas, autoriser l'existence d'un impôt. Ça, c'est de 1. Qu'il s'agisse même des taxes et consorts. Même dès le moment où l'État ne communique pas suffisamment sur ces impôts, la population ne connaît rien, et c'est ainsi que nous nous trouvons maintenant dans des problèmes. C'est un problème de communication. C'est un problème, un déficit communicationnel. La population n'est pas suffisamment informée. Et la population a aussi le droit à s'inquiéter parce que souvent, ceux qui ont quand même cette culture-là de contribuer, ils voient que l'État ne remplit pas vraiment ses missions régaliennes. Ses missions régaliennes, parce que l'État devrait, à travers les impôts, s'occuper aussi du bien-être social. Mais de ce côté-là, la population aussi ne voit presque rien. Voilà, nous avons parlé tout à l'heure des revendications des enseignants. C'est ce qui montre que l'État ne se préoccupe pas tellement des préoccupations fondamentales de la population. D'où cette inquiétude qui est légitime. Les RAM, si on montrait réellement la population, c'est que les contributions des RAM, c'est que ça fait sur le terrain. On dit par exemple que, bon, regardez avec ce que vous avez donné des RAM là, comment on a fait par exemple tête. La population devait acclamer et montrer. Mais maintenant, la population ne connaît rien. La population a l'impression que ça sert seulement d'entrer dans des poches de politiques qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont nommés, ils sont en train de faire des immeubles, tout ça. Donc la population est seulement là pour applaudir et voir comment ils s'enrichissent. Et ces gens-là, on les appelle à travers la cité des grands prêtres. Alors qu'ils vivent de l'argent volé, des détournements qu'ils sont en train de faire. Alors, la population peut s'inquiéter parce qu'il n'y a pas assez de communication sur des différents prélèvements. Le pourcentage qu'on soutire là, c'est un peu exagéré. Moi, le problème que c'est exagéré ou pas, tout dépend seulement des réalisations que l'État fait, n'est-ce pas, de ce qu'il prélève des acquis ou des propriétés des individus. Dès le moment où c'est clair, on montre clairement ce que l'État est en train de faire. Sous d'autres cieux, il y a la clarté. On vous dit par exemple que bon, voilà, à travers ce que vous avez, voilà comment nous avons peut-être fait autant de stades. Et nous comptons par exemple organiser des grandes compétitions de football dans notre pays.
voilà, avec ce que nous avons fait, comment nous avons... Là, la population est très contente. Mais la population, dont la population a l'impression que des routes sont délabrées, puis il y a... Les enseignants ne sont pas pris en compte. Là, il y a des inquiétudes de la population sont très fondées. Merci, maître Jean-Pierre Moulumba Betou. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci d'avoir accepté d'analyser, de réfléchir sur ces 3 sujets d'actualité qui dominent l'actualité dans les pays. Nous nous retrouvons prochainement. Hein. Très prochainement, merci. Avec plaisir. Merci à vous, merci fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Suivez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi à 13h30 pour la rediffusion. Au revoir au prochain numéro.